que Robert Bourassa était cet homme extraordinaire qui acceptait la dissidence et qui savait la gérer en même temps qu'il savait nous désarmer, finalement, face à nos revendications ou à nos points de vue. Moi, je n'ai jamais été revendicateur à Robert Bourassa pour dire « je veux tel ministère, je veux telle chose, je veux telle condition de travail ». C'était sur les contenus, toujours. Et Robert Bourassa était lui aussi un social-démocrate. C'était ça, ses valeurs profondes. Mais le Parti libéral l'était dans son ensemble dans les années 65-70. Et donc, c'est le Parti libéral que j'ai connu, c'est à celui-là que j'ai adhéré, c'est pour celui-là que j'ai milité, puis dont j'étais fier de faire partie. Alors, pour certains des collègues qui me voyaient comme un jeune, trop jeune, partageaient le point de vue de Claude Ryan, qui a 2 ministères, alors qu'il y en a un certain nombre qui n'en avaient pas du tout. C'était un peu abusif, là. Quelqu'un m'avait déjà dit, en utilisant un mot d'église très populaire, tu t'assois sur un fauteuil puis tu mets tes pieds sur l'autre, tu ne pourrais pas nous laisser une place. Mais c'est pas moi qui décide ça, puis il y avait de l'animosité, parce qu'à l'intérieur de cette famille libérale qui était multidimensionnelle, les conservateurs, entre guillemets, n'étaient pas favorables à des gens comme moi, à des gens comme Castonguay. Je vais vous raconter une anecdote. Au lendemain de l'élection de 1973, on a fait élire 102 députés sur 110. Je montais les escaliers qui conduisent au Café du Parlement. Il y avait un député en haut, je vais le nommer, M. André Marchand, si ma mémoire est bonne, député de Laurier, dont le titre de gloire avait été de battre René Lévesque aux élections. Et il était là avec un certain nombre de ses électeurs en haut, puis la caisse était sur le bord, il était en train de payer son repas, puis il me voit monter, je suis seul. On va manger, il est un peu tard. Puis il me regarde, puis j'arrive à côté de lui, il dit « Puis, qu'est-ce que tu penses du résultat des élections? » Je dis « C'est très bien. » Il dit « Castonguay est parti, on en a eu 102. Si tu étais parti, on en aurait eu 110. » Tu restes complètement désarçonné, mais ça exprimait le point de vue d'un certain nombre de mes collègues du temps. Je me sentais en dehors de cette gang-là. Je me sentais en dehors de la gang des vieux libéraux qui avaient milité dans l'opposition, qui avaient reçu des tapes sur la gueule dans l'opposition. Moi, je n'ai jamais été dans l'opposition. J'ai été candidat de montagne, j'ai été élu, je suis entré au Conseil des ministres, donc je l'ai eu facile, comme on dit, par rapport à des gens qui militaient depuis 25 ans et qui n'avaient pas réussi à mettre le pied au Conseil des ministres. Bona, c'était le rôle du grand frère qui a tout connu ça. Puis, tu vas voir, mon jeune, c'était sa phrase, ça. Et Bona nous donnait des conseils formidables. Sous forme d'une boutade, il y avait toujours un bon conseil à donner. Puis il était assis derrière moi. Il avait été ministre dans le temps de Lesage. Il ne l'était plus. Et Bourassa, il avait expliqué qu'il n'y avait pas besoin de lui. Puis Bona me dit, moi, de toute façon, ça ne me fait rien. Je n'ai pas envie d'être ministre. Je l'ai déjà été. Puis il dit, je fais jamais la même affaire qu'avant. Mais il était assis derrière moi, puis il préparait l'histoire des Acadiens. Il avait tous ses livres, tous ses documents, puis il écrivait, puis il travaillait là-dessus. De temps en temps, il me tapait sur l'épaule, il me levait là-bas, il me disait en affaire. Ou nous faisait rire, ou il disait quelque chose, ou un adage qui porte. Un jour, il me dit, tu sais, jamais tu te ferais élire sur ton bilan. Jamais. Les gens ne votent jamais en regardant en arrière. Ils votent pour ce que tu vas promettre. Mais si tu passes ta campagne à dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça », ils vont dire « il en a fait assez, on va en choisir un autre ». Puis tu repenses à ça, puis tu dis « c'est vraiment des bons conseils ». Puis comme ça, je pourrais vous en raconter pendant 2 heures. L'autre personnage qui m'a influencé, mais sur une courte période, c'est Pierre Laporte. Pourquoi? Parce que Pierre Laporte avait été l'opposant de Robert Bourassa à la campagne au leadership et que Robert Bourassa l'avait invité à faire partie du Conseil des ministres. C'est un homme discipliné. Et Pierre Laporte, qui était journaliste avant, m'attrape. Mon bureau était près du sien au Parlement. Il me dit « Viens ici, mon jeune, faut que je te parle. » J'étais mon jeune, j'étais le plus jeune du groupe. J'étais le mon jeune de tout le monde. Là. Et il dit « Si ça ne te fait rien, il dit, je vais te donner quelques conseils. Parce que si tu fais des erreurs, tu es au Conseil des ministres, on va tout te payer pour. » Fait qu'il dit « Si je peux t'aider, là, il dit, je vais te donner quelques leçons aussi, puis pour t'aider à partir. » Avec plaisir. Et puis c'était comme ça. Il m'a donné aussi des bonnes leçons. Il m'a donné un truc politique qui n'est pas un truc qui est une vérité. Il dit en politique, puis il faisait un peu de retraite, puis il y avait un doigt qui était un peu croche. Il dit en politique, puis il me pointait comme ça. Il dit ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent dans ton dos. Occupe-toi pas de ça. Ce qui compte, c'est ce que les gens te disent dans ton champ de vision. Quand quelqu'un est assez franc pour te parler en te regardant,
occupe-toi de lui, écoute-le. Mais quand ça grenouille dans ton dos, laisse-le faire. On était tous convaincus qu'avec 102 députés, tu ne peux pas en perdre ce qu'on a perdu, tomber à 29, je pense. Mais en même temps, on sentait un malaise. Et on avait eu une réunion à Sherbrooke. Et Robert Bourassa nous avait expliqué pourquoi il faisait une élection, pour aller chercher un mandat fort. Là, on disait, mais regarde, on est 102. On peut-tu avoir un mandat plus fort que ça, là? 110? Et il voulait avoir un mandat. Il nous disait fort, mais en même temps, il voulait avoir un mandat qui se prolongeait plus longtemps pour avoir du souffle pour négocier avec le fédéral. Et pendant la discussion, on est 2 ou 3 ministres qui se sont opposés pendant la discussion à l'élection, qui disaient non, Robert, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je l'avais dit ceci, je me souviens de ma phrase. Robert, moi, je suis un revendeur. Si tu me convaincs qu'on a besoin d'une élection, je suis capable de convaincre du monde que c'est une bonne chose. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Puis on était 2 ou 3. Je pense que Guy Saint-Pierre était dans ce cas-là, je ne suis pas sûr. On ne tient pas des notes dans ce temps-là. Et puis finalement, quand la décision était prise d'en faire, une fois que la décision est prise, je disais, bon, ben, OK, on y va. Tu ne te poses pas la question, tu dis, je n'étais pas d'accord, je ne vais pas. C'est ça la solidarité. Tu es ensemble, puis tu y vas. Et puis on a fait une grosse campagne électorale, mais il y avait une odeur ce qui est assez intéressant en communication politique. Les gens disaient, ils demandent un mandat fort. Ils sont 102 sur 110. Ça cache quelque chose. Faire une élection prématurée, alors qu'ils sont 102 sur 110, puis ils disent on veut un mandat fort, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et c'est ça, je pense, que les gens percevaient de fausseté dans le système. Tu ne peux pas demander un mandat fort à 102 sur 110, tu l'as ton mandat fort. Et on s'est fait battre. La loi 22, pour moi, a été une des causes de ma défaite dans Deux-Montagnes. Parce que 30 % de mes électeurs étaient anglophones. Et des anglophones, pas comme à Westmount, des anglophones de classe moyenne. Des gens qui travaillaient au CN, puis des gens qui étaient dans la communauté travailleuse anglophone. Ils habitaient Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, etc. Ils prenaient le train pour aller à Montréal, puis revenaient. Pour eux, la loi 22 était une contrainte à la langue anglaise. La loi 63, c'était la liberté totale. Ils étaient contents. Et c'est ce qui a fait battre, à mon avis, M. Bertrand, parce qu'il n'allait pas assez loin, puis il donnait l'impression de vendre les droits du Québec en matière linguistique. La loi 22 se voulait un compromis entre la position du PQ et la loi 63. C'est François Cloutier, si ma mémoire est bonne, qui l'avait rédigé, etc. Et moi, j'étais favorable à la loi 22, mais pas enthousiaste, en le sens que c'est pas de gaieté de cœur que tu te sens obligé de légiférer pour affirmer que ta langue est importante à ta communauté. Dans une société où plus de 70 % des gens ne sont pas bilingues, leur dire, bien, placez-vous en position de devenir bilingue rapidement, quitte à perdre votre langue. Je me suis fait laver aux élections, j'ai perdu par 8 000 voix, battu par le PQ. Un voisin qui habitait en face de chez moi, un anglophone, à Deux-Montagnes, puis il avait fait placer sur son terrain un grand panneau les grands, là, 6 par 6 par, je ne sais pas quoi, 4 par 8, là. Et c'était marqué « Mr. Lallier, we have another choice », que moi, sous-entendu, puis il y avait un gros U de l'Union nationale. Et l'Union nationale avait ramassé 8-10 000 voix, puis le candidat n'était jamais venu dans le comté. Donc, c'était un vote exprimé de rejet par rapport au Parti libéral que je représentais et par rapport à ma position que je représentais. Dans ce contexte-là, la loi 22, elle m'est restée un peu dans la gorge à cause de ça. Mais quand je suis parti le lendemain matin, après avoir appris ma défaite, je suis sorti dans ma voiture, tu recules, tu conduis, tu t'en viens à Québec, je conduisais mon auto assez souvent. Puis mon voisin d'en face était en train d'enlever son panneau. Là, le PQ venait d'être élu, là. Puis j'ai reculé dans sa cour, puis j'ai été un peu méchant. Je n'ai pas pu résister à lui dire « Monsieur, puis son nom. How do you like your other choice? » C'est le PQ qui venait d'être élu. Il m'a dit « I'm sorry. » Moi, j'ai eu le privilège d'avoir commencé jeune en politique, donc je m'étais toujours convaincu que je ne mourrais pas là-dedans, moi, de mourir jeune, ce qui n'était pas mon intention, de mourir jeune. Et je me disais, un jour, je vais en sortir. Donc, mentalement,
Tu sais que tu vas en sortir. Tu ne t'attends pas d'en sortir de la même façon. Quand tu te fais battre, c'est comme des boulets d'escalier sur le dos. Ce n'est pas la même chose que de marcher tranquillement jusqu'en bas. Donc, on s'est fait battre. Le lendemain, c'était un choc, effectivement. Mais moi ce n'était pas un choc émotif. Tu es de mauvaise humeur contre tous ceux que tu as vus dans les semaines avant qui t'ont dit « Toi, tu vas passer, il n'y a pas de problème, mais ton gouvernement, là, non. » Tu as beau faire l'addition dans ta tête que s'ils veulent voter contre ton gouvernement, il faut qu'ils votent contre toi. Tu penses toujours qu'ils vont faire une exception, puis qu'ils vont dire, bien, on va voter pour toi, mais on va voter. Bon. Mais ils ne votent pas 2 fois, les gens. Et c'est ça. Moi, le téléphone ne sonne plus. Le parti ne s'occupe pas de toi. Il ne t'offre pas un service de post-partem, etc. Là. Non. Tu t'occupes de toi-même. Tu viens à Québec, tu vides tes bureaux, tu prépares la transition pour le ministre qui va être nommé. C'est ce que j'ai fait. Très minutieusement, d'ailleurs, avec pile de dossiers, décision dans 15 jours, 3 mois, 6 mois, etc., etc. Puis, je suis retourné à ma vie privée, professionnelle. J'ai commencé par essayer de me fatiguer physiquement. J'ai loué des locaux sur la côte de la Canotterie à Québec, ici, qui était un entrepôt avec des trous dans le plancher où on voyait l'étage d'en dessous. Et avec un ouvrier dont je suis devenu un peu l'adjoint, l'assistant, on a restauré ces bâtiments-là. Ils sont devenus mes bureaux à l'époque. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça, d'aller physiquement travailler. Il faut rester en contact avec la population. Un élu qui se fait battre puis qui a l'impression que toute la province est virée à l'envers pour ça, là, il fait d'abord une grosse erreur de jugement et ça vire personne à l'envers. La majorité sont contents que tu te sois fait battre puisqu'ils ont voté pour l'autre parti. Tu te retrouves, mais dans l'état où tu les as laissés, c'est-à-dire si tu n'en es pas occupé pendant 6-7 ans, il ne faut pas que tu t'imagines qu'ils sont là à la porte, habillés en dimanche, puis ils t'attendent avec un gâteau et des chandelles. Tu deviens un étranger, d'une certaine façon, qui habite leur environnement dans lequel tu n'étais pas ou peu. Moi, je me suis séparé de mon épouse quelques années plus tard. Dans les fêtes, on était dans les fêtes séparés. On n'a pas eu de chicane, on ne s'est pas chicané, on s'est tout simplement distancés l'un de l'autre. Pour les enfants, j'imagine que c'est assez dur. Pas j'imagine, je pense que c'est assez dur et ça, on le regrette toujours parce qu'on se sent un peu coupable. Mais en même temps, on ne peut rien changer. Mais on prend un certain nombre de décisions. Moi, j'avais pris la décision, de ne pas retourner en politique. Je suis retourné au municipal. Et puis, j'avais pris la décision que si je retournais, je ne revivrais plus jamais cet éloignement de ma vie privée, personnelle, de la vie politique. Et c'est ce qui m'avait attiré, d'ailleurs, quand j'ai pris la décision d'aller au municipal. Au niveau municipal, tu vas coucher chez toi, même si tu arrives tard. C'est toujours la vie familiale, dans mon cas, qui a passé à la caisse, parce que tu es jeune, tu veux réussir, tu en fais plus que les autres. Et Lise Payette m'avait dit une fois, elle dit... les femmes en politique, c'est comme les jeunes en politique. Pour être égaux, il faut qu'on soit meilleur. C'est pas bête, ça, non plus. C'était comme ça pour les femmes dans le temps. Et donc, la famille, tu n'es pas là. Tu sautes des fins de semaine, 2 fins de semaine, 3 fins de semaine. Tes enfants ne te voient pas. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai toujours trouvé qui m'a toujours touché profondément puis qui ne changera pas. Quand on s'est fait battre en 1976, ça faisait presque 7 ans qu'on était là, j'avais un fils, Jean-Christophe, qui avait 11 ans. Ça veut dire que quand j'ai été élu, il avait 4 ans. Donc, lui, il m'a toujours connu en politique, à partir de 4 ans. Quand je me suis fait battre en 1976, je l'ai appris à la télévision. On t'apprend toujours ça à la télévision, ces affaires-là. Et alors, il vient me voir, il me dit, « T'as perdu ta job? » Je lui ai dit, « Oui. » Il dit, « T'es plus député? » J'ai dit, « Non. » Il dit, « T'es plus ministre? » J'ai dit, « Non. » Il dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? » Bien, je lui ai dit, je vais retourner travailler comme avocat. Comme le père de Charles? J'ai dit, oui. Pas Charles, son ami, je ne me souviens pas de son nom. Le père de... J'ai dit, oui. Et là, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, elle m'a brûlé jusqu'au fond du cœur. Je ne savais pas que tu étais avocat. Quand ton fils, après 7 ans, ne sait pas qui tu es sur le plan professionnel, parce que la politique a tout caché, la politique t'a empêché d'avoir cette communication, tu te dis que c'est un prix très, très élevé à payer. J'ai été tenté parce que quand on fait de la politique, surtout quand on est jeune, on a une certaine confiance en soi, un ego assez solide, sans ça on ne survit pas. Ça, je n'ai pas changé là-dessus.
c'est ça qui te tient debout, là. Et en même temps, quand les gens viennent te dire « tu devrais y aller, tu es jeune, c'est peut-être pas pour la prochaine fois, ça va être pour l'autre après, etc. » T'écoutes ce que les gens me disent, puis ça pourrait arriver, pourquoi pas. Moi, j'avais un premier ministre qui avait été élu à 37 ans, moi j'étais battu à 37 ans. Donc, tu dis dans 10 ans, peut-être genre 47, il n'est pas trop tard, etc., etc. Et il y avait un autre libéral du temps, Raymond Garneau, qui prétendait au leadership aussi. Et Raymond, on a toujours été amis, moi et Raymond Garneau, on n'était pas des ennemis. On ne se serait pas battus l'un contre l'autre, on se serait battus l'un parallèlement à l'autre pour faire avancer notre vision du gouvernement. On s'en était parlé déjà, d'ailleurs, dans un lunch privé. Moi, j'étais perçu comme plutôt social, éducatif, culturel, les secteurs mous. Puis Raymond Garneau, c'était l'économie, les secteurs développement économique, etc. Mais le Parti libéral, dans sa plénitude, a voulu autrement. Le Parti libéral, par ses analyses, en était arrivé à la conclusion que ni Garneau ni moi, on ne faisait le poids pour battre le PQ, parce que c'était ça qui était devenu l'ennemi. Et donc, ils ont cherché quelqu'un. Puis ils ont trouvé Ryan. Je me suis impliqué en 80. D'abord, ça s'est passé comme ceci. Je me suis dit, je ne peux pas, après avoir été au gouvernement, faire semblant qu'il n'y a pas de référendum, puis dire, ben non, je ne sais pas, là, moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Le premier ministre m'avait confié des dossiers qui m'ont amené souvent à me frotter sur le gouvernement fédéral et à mesurer un certain nombre de choses, dont celle, précisément, que le système fédéral refusait d'évoluer dans le sens de la naissance même du pays, dans le sens d'une vraie confédération. J'ai lu la question du référendum. Les gens disaient, elle était longue, alambiquée. Regarde, ça fait 2 paragraphes, là. C'est pas la Bible, là. Tu lis la question, puis c'est une question qui, plus molle que ça ne se peut pas. Nous donnez-vous le mandat de négocier d'égal à égal une nouvelle entente avec le Canada? Et si oui, nous nous engageons à revenir vous soumettre le résultat de cette négociation par référendum. On peut aller plus mou que ça, là, comme question, là? On n'a violé personne. Donc, je me dis, moi, je ne peux pas dire non à ça. Dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on se donne ce mandat-là, qu'on négocie, puis qu'on soumette le résultat de la négociation. J'avais même proposé au Parti libéral, parce que j'étais à ce moment-là président d'une des commissions du parti, commission éducation, si ma mémoire est bonne, et je faisais à cause de ça partie de la commission politique. J'avais proposé au Parti libéral une stratégie qui était la suivante. Je pense que je n'en ai jamais parlé de ça. On a parlé avec mes collègues autour, mais pas comme ça, là. C'était la suivante. Si le PQ amène une question très douce, comme celle qu'il a proposée, vous devez faire un débat en Chambre pour l'amener à l'adoucir encore, si vous voulez, la sabler, pas de rond, pas de pointu, pas rien du tout. Et là, dans un geste dramatique, annoncer que vous allez appuyer le référendum des libéraux et qu'on va ensemble se donner le mandat d'aller négocier quelque chose de nouveau avec le fédéral. Et qu'on va s'engager ensemble à ramener, quel que soit le parti, le résultat de cette négociation dans un référendum. Et je leur ai dit, si vous faites ça, vous êtes sûr de gagner la prochaine élection. Pourquoi? Parce qu'à la prochaine élection, en supposant que le référendum passe à 80 % la négociation, là, on est fort, on négocie. Mais à la prochaine élection, le thème de la campagne, ça va être le suivant. Qui voulez-vous aller voir négocier? Des gens qui vous parlent de grève, sous-entendu le PQ, ou des gens qui veulent vraiment négocier sur la base du résultat du référendum. Et les Québécois étant ce qu'ils sont, après avoir dit oui au référendum, à votre invitation par l'invitation du PQ, vont donner une première chance à une équipe de négociation plus douce. Puis vous passez. Puis Ryan nous a dit, on ne peut pas... puis là, il est arrivé avec le livre beige, etc. Ben, moi, j'ai dit, si c'est comme ça, c'est là que j'ai quitté le Parti libéral, à ce moment-là. Je l'ai laissé faire avec ça, mais je n'ai pas embarqué au PQ, là. En ce sens-là, je suis un libéral. Par mes valeurs, je suis un social-démocrate, donc je suis un libéral des années 70. Le Parti libéral étant devenu, depuis ce temps-là, essentiellement un parti conservateur. Et je suis un libéral qui a voté pour la souveraineté et qui, dans le fond de soi, pense que le Québec s'en tirerait mieux s'il y avait la fierté, la volonté, la force de s'affirmer dans un système confédéral renouvelé. Quand j'ai pris position, 60 % de mes mandats me venaient de l'ACDI, du gouvernement fédéral. Parce que l'ACDI est obligé d'évaluer ses projets. J'avais fait l'évaluation du
l'Université du Rwanda, puis partout le gouvernement avait des investissements importants. Et quelqu'un à Ottawa a donné l'instruction de me faire couper tous mes mandats de bureau. Et donc, je sais qui, je ne le dirai pas en public, parce que c'est quelqu'un qui est encore vivant. Et mon bureau est passé de 15-18 personnes à 6. Moi, je ne peux pas payer du monde à rien faire. Là. Puis là, ils ont mis le pied sur les factures qu'ils me devaient, juste pour me couper et vivre un peu. Là. Mais finalement, on passe à travers. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir pris la position que j'ai prise en 80 et en 95. J'ai pris du recul parce qu'ils m'ont demandé d'aller comme délégué du Québec à Bruxelles. C'est un métier que j'aime bien. J'avais été directeur de la coopération comme fonctionnaire au ministère des Affaires culturelles. Quand j'ai fini mon cours à l'université, une des hypothèses que j'avais devant moi, c'était aller aux Affaires étrangères. Le sous-ministre à l'époque, Marcel Cadieux, sous-ministre fédéral, qui était mon professeur, m'avait beaucoup encouragé à aller au ministère des Affaires étrangères en disant qu'il faut des francophones bilingues, etc., etc., etc. Et puis finalement, la faculté de droit m'avait fait une offre, puis j'étais resté comme prof à la faculté de droit d'Ottawa. Donc, je n'étais pas parti à l'étranger. Mais 3 ans après, je suis parti au Maroc, à la demande de l'ACDI, prêté par la faculté de droit à l'ACDI, qui me prêtait à la faculté de droit du Maroc. Et de là, à un centre de recherche africain. Et donc, partir pour Bruxelles, pour moi, je n'étais pas un corps étranger dans ce genre de travail-là. Les villes qui aujourd'hui constituent Québec, si je prends l'exemple de Beauport, Charlebourg, sont des villes elles-mêmes constituées de regroupements et de fusions. Et c'était le temps de passer à une ville de demi-million d'habitants, d'autant plus qu'on était la dernière province à ne pas avoir franchi cette étape dans la réorganisation municipale. Ça s'était fait partout ailleurs au Canada. Alors, on se parlait, le maire de Sherbrooke, le maire de Trois-Rivières, le maire de Chicoutimi, le maire de Hull, le maire de Montréal, le maire de Laval. Non, pas le maire de Laval, c'est pas une ville-centre, Laval. Les 6 villes-centres. Et on constatait qu'on vivait dans la même situation. Qu'on avait du transport en commun qui nous coûtait cher, qu'on avait des dépenses à supporter qui profitaient à tout le monde, que le développement économique, à cause de la fiscalité, s'en allait en périphérie, puis que nous autres, on gardait la dette, la dépense centrale, la dépense commune. Et on a fait un document qui s'est appelé la Déclaration de Sherbrooke, qui disait, voici dans quelle direction on doit aller, 30 pages. On a soumis ça à Lucien Bouchard, avec des graphiques qui montraient la situation fiscale partout la même. Donc, tu ne peux pas dire que c'est à cause de tel maire ou de tel maire. Et puis, M. Bouchard s'est convaincu avec Louise Arel qu'il fallait aller de l'avant, puis que c'était à son tour de procéder. Après 20 ans de discussion sur ce sujet-là, alors que toutes les provinces avaient avancé. Puis il a dit à Mme Arel, go! Puis là, on s'est mis derrière elle et avec elle, puis on a avancé. On l'a fait. La politique, c'est probablement le métier le plus exigeant, mais aussi le plus beau qu'on puisse imaginer au sein d'une communauté démocratique. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la confiance. Si les gens vous font confiance, vous donnent une confiance que vous sollicitez, vous devez la mériter par la suite. Et si vous la méritez, ils vont vous la renouveler, ils vont vous accompagner dans ce que vous voulez faire avec eux. Pas en avant trop, mais pas en arrière non plus. Les gens ne vous élisent pas pour que vous vous cachiez derrière la foule. Ils vous élisent pour que vous soyez en avant, à portée de voix, de sorte que s'ils veulent vous dire quelque chose, vous êtes capable de l'entendre, mais en même temps que vous avanciez puis que vous leur disiez dans quelle direction vous voulez aller. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai perçu la politique. Surtout au municipal, c'est plus facile. Au niveau provincial, c'est le premier ministre qui peut faire ça. Au niveau fédéral aussi. M. Harper, actuellement, c'est clair. Il a pris ses engagements, toc, 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 puis il s'en va par là. Les gens comprennent ça. Ils vont juger là-dessus. Mais quand tu as des discours de 3 heures, tu ne sais plus ce qu'il y a caché là-dedans. Il faut que tu analyses ça puis que tu trouves. Non. Alors, la politique, ça doit être simple pour le monde. Ça doit être franc, puis ça doit être tourné vers l'avenir, essentiellement. Puis c'est un métier pédagogique où tu enseignes, puis tu recommences, puis tu enseignes. Ce qui m'intéresse en politique, c'est de faire des choses et de le faire en équipe. La plus grande récompense pour quelqu'un en politique, vu de mon point de vue, c'est de dire je suis membre d'une équipe. J'ai un job, un peu comme le coach ou le capitaine au hockey, mais on est tous habillés avec des patins, puis des chandails, puis un hockey. Il faut gagner la partie ensemble. Le capitaine qui voudrait garder ses joueurs sur le banc et jouer tout seul, il en mangerait toute une. Hein? Ben, c'est pareil en politique. On a à côté de soi un bassin de ressources d'hommes et de femmes de qualité. Il faut s'en servir. Puis il faut que ces gens-là soient heureux puis valorisés par ça. Les fonctionnaires, la même chose.
c'est une retraite étanche. Je n'y retournerai jamais. Pas parce que j'aime pas ça. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours eu la plus grande estime pour ce métier-là, qui est, à mon avis, le métier des métiers pour un pédagogue juriste. Mais, par respect pour ceux qui sont là, par respect pour le métier, si tu t'en vas, ben tu ne restes pas. Ça a l'air fou à dire, là, mais je ne me lève pas la nuit pour aller voir par la porte de cuisine qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron. Puis si j'ai des points de vue, des commentaires, je les garde pour moi ou pour des amis très proches, puis c'est pas pour publication. Je refuse toutes les entrevues sur ces questions-là, puis je vais continuer à le faire. Je suis pas... j'ai choisi de ne pas faire ça comme ça. Et les années qui me restent à vivre, je veux à la fois me servir de mon expérience politique, qui me guide dans beaucoup de choses que je fais, dans la compréhension des situations, mais en même temps faire autre chose, agir comme conseiller auprès d'entreprises via le cabinet d'avocats où je suis, ou travailler avec les étudiants à l'université dans les départements de sciences politiques, communication, aménagement du territoire, géographie, pour servir un peu de lien entre les gens qui sortent du processus de formation et le marché du travail. Exemple, les étudiants en urbanisme. Je pense que je suis bien placé pour leur dire quelle est la lecture que font les élus de votre métier. Qu'est-ce qu'on attend d'un urbaniste dans une ville? Tu peux développer des amitiés à cause de la politique, c'est-à-dire des gens que tu n'aurais pas connus si tu n'avais pas été là. Mais en politique, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est un milieu tellement axé sur les intérêts. Et quand tu es là, tu as un concurrent à côté de toi, en avant, en arrière, partout, en dessus, en dessous. Alors, tu ne développes pas des amitiés, mais tu développes du respect pour les gens. Je vous parlais de Claude Castonguay, c'est quelqu'un que je n'ai pas revu depuis plusieurs années. J'ai du respect pour lui. Un gars comme Raymond Garneau, les gens à l'époque me disaient « Vous ne pensez pas du tout de la même façon ». C'est vrai. J'ai du respect pour Raymond Garneau. Les gens, quand je leur dis ça aujourd'hui, ils me disent « Vous étiez tellement différents ». Mais oui, mais ça ne change rien. Saint-Pierre, la même chose. Cournoyer, on s'est accroché de temps en temps, surtout quand il a pris ma job à la fonction publique. Mais on est restés des copains avec Cournoyer. En sens qu'on se voit peut-être pas souvent, mais quand on se voit, on ne se sent pas... ce qui remonte en surface, ce n'est pas les mauvais moments, c'est les bons moments. Ça arrive en politique, ça. C'est un métier qui est tellement difficile à faire sur le plan personnel que si tu n'es pas capable d'évacuer les mauvais souvenirs, c'est les seuls qui vont monter en haut du chaudron. Alors que s'ils tombent au fond du chaudron, bien, ce qu'il y a au-dessus est à bon goût. C'est la lie puis le vin. Muscadet sur lie, ils disent.